Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie. Allez, on continue sur la continuité. Après avoir commencé par les visions théoriques, on va voir maintenant comment on peut faire plein de fonctions continues pour pouvoir utiliser nos fantastiques théorèmes. Alors, je vous rappelle donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente qui était vraiment essentiel. La définition déjà d'être une fonction qui est continue, ça veut dire qu'elle est continue en tous les points x0 de E. Et donc, si je prends une application de E dans F, où E et F sont deux espaces topologiques, ça veut dire que pour tout x0 dans E, eh bien, la limite de x0 en x0 de f, c'est f de x0, ce qui au niveau des voisinages veut dire que, quel que soit le voisinage de f de x0, son image réciproque est un voisinage de x0. Donc ça, c'est dans les vidéos précédentes, pour voir ce détail-là. Et le théorème fondamental qu'on a démontré, c'est qu'une application d'entre deux espaces topologiques est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert de l'espace d'arrivée est un ouvert de l'espace de départ. On a vu que ça ne marchait pas avec les images directes, il fallait absolument prendre les images réciproques, okay, c'est comme ça. Et donc c'est ça, l'application continue. Et maintenant qu'on a ce beau théorème, on va pouvoir en construire plein. Alors, première construction, si j'ai deux applications continues, si je les compose, j'obtiens une autre application continue. Waouh! Bon, ok, c'est pas très surprenant. Donc si f de dans f est une application continue et g de f dans g est une application continue, alors g rond f de dans g est une application continue. La preuve est évidente avec les images réciproques des ouverts, parce que si je prends un ouvert donc, de g, un élément de grand S, g-1 de haut, son image réciproque par g, c'est un ouvert de grand F. Et du coup, f-1 de ce U, de ce g-1 de haut, là, c'est un élément de T, puisque F aussi, l'image réciproque par F des ouverts sont les ouverts. D'accord? Or, qu'est-ce que ça veut dire l'image réciproque par g rond F de haut? En fait, c'est l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de haut. Et donc, on a bien que g rond F-1 de haut est un ouvert de E, donc g rond F est continu. Voilà. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est local. D'accord, la continuité, comme je vous l'ai dit, être continu, ça veut dire être continu en tout point. Ok, et donc, si f est continu en A et si g est continu en f de A, alors g rond f sera continu en A aussi. D'accord, on peut le voir ponctuellement. Si ça marche pour f au voisinage d'un point et que pour g au voisinage de l'image de ce point, c'est bon, du coup c'est... Ok, très bien. Alors, maintenant, j'ai une fonction continue, si je la restreins, j'obtiens une autre fonction continue. Donc par exemple, si je prends une fonction de R2 dans R, vous voyez, je peux représenter comme ça, pour chaque point de R2, il y a une certaine hauteur, là, qui est l'image de ce point, et je la prends juste sur le cercle. Est-ce que ça reste continu? Vous voyez bien qu'intuitivement, ça se voit bien. Si je me balade dans le plan, je montais de façon continue. Quand je me déplaçais de pas beaucoup dans le plan, je me déplaçais de pas beaucoup en hauteur, je me déplace de pas beaucoup sur le cercle, je ne vais pas me déplacer de beaucoup en hauteur. Avec un peu de chance, là, je ne vais peut-être pas me déplacer du tout en hauteur. D'accord? Donc voilà, alors donc, le théorème, c'est le suivant. Si je prends deux espaces topo, une application continue de E dans F, quelle que soit la partie A de E, alors si je prends pour A la topologie induite par celle de E, autrement dit, c'est-à-dire que les ouverts de A, c'est les intersections des ouverts de E avec A, d'accord? Alors la restriction de F, qui va de A dans F, est continue. Ok, on est bien obligé de prendre la topologie induite parce que, attention, je vous rappelle, juste dire qu'une fonction est continue, une application est continue, ça ne dépend pas que des espaces de départ, d'arrivée et de l'application. Ça dépend aussi de la topologie qu'on prend sur les espaces de départ et d'arrivée. Donc là, pour la topologie T et U, elle est continue. Alors, pour la topologie induite sur A, la fonction restreinte de A dans F est continue. Ok? Très bien. Alors la preuve se fait en une ligne, donc c'est cool, parce que si je prends donc un ouvert de grand F, un élément de grand U, son image réciproque par la restriction à A, qu'est-ce que c'est? C'est les antécédents donc des U, les éléments dont l'image était dans U, mais qui étaient aussi dans A. C'est l'ensemble des éléments de A, parce que c'est une fonction de A dans F. Donc c'est l'ensemble des éléments de A dont l'image est dans U. F-1 de U, c'est exactement ça. Et donc ça, si on réfléchit bien, c'est justement les éléments de E dont l'image est dans U, mais qui sont aussi dans A. Donc c'est F-1 de U inter A. Et donc, si f est continu, f-1 de u, c'est un ouvert. Donc f-1 de u inter A, c'est un ouvert de A par définition de la topologie induite. Et donc, je trouve bien que quel que soit l'ouvert de f, son image réciproque par la restriction est un ouvert de A. Et donc, l'application restriction est continue. Voilà, voilà. Donc ça, c'est si je restreins l'espace de départ. Maintenant, si je restreins l'espace d'arrivée, est-ce que ça reste continu? La réponse est oui, bien évidemment, aussi. Donc, si je prends deux espaces topologiques, je prends F, une application de E dans F, et cette fois, je vais prendre im de F, l'image de E, d'accord? Voilà, je le munis de la topologie induite par celle de grand F. Donc,
Donc les ouverts de im de f, ce sera l'intersection des ouverts de grand F avec im de f. Et bien l'application donc qui va de E dans im de f, ce qui a x associe f de x, elle est continue. Bon, elle est aussi surjective puisque j'ai pris que les images, mais ok. Elle est continue, c'est seulement si f est continue. Voilà. Donc ok. Donc voilà. Alors c'est tout con. Comme d'habitude, la preuve n'est pas très dure non plus, mais bon voilà, il faut regarder. Donc si je prends un ouvert ici de grand F, bon je sais que son image réciproque par f, c'est un ouvert de E. Hein, l'ensemble des antécédents de U, les ensembles des x dans E dont l'image était dans U, c'est un ouvert de E. Okay, jusque-là, tout va bien. Mais f de x, ok, il est dans U, mais il est aussi dans im de f. Par définition, f de x, c'est un point de l'image de f. Donc ça, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que f de x, il est dans U intersecté avec im de f. Bah oui, parce qu'il s'était déjà dans im de f. Donc bah, finalement, c'est f-1 de U inter im de f. Parce qu'en fait, les antécédents de U, bah, c'est les antécédents des points de U qui avaient des antécédents. D'accord? Donc en fait, rajouter les points de U qui n'ont pas d'antécédents, bah, l'image réciproque, ça ne rajoute pas d'antécédents. Donc en fait, c'est juste complètement con, mais l'image réciproque d'une partie U, bah, c'est juste l'image réciproque de U inter im de f. Quoi, vous voyez? Et donc, comme ça, c'est un ouvert, bah, ça c'est un ouvert. Et ça, si on réfléchit bien, bah, f-1 de U inter im de f, c'est pareil que g-1 de U inter im de f, hein, parce que g c'est la même que f, sauf que son image d'arrivée c'était im de f. D'accord? Du coup, je trouve bien que l'application G, bah, elle est continue, puisque quel que soit U, g-1 de U inter im de f, autrement dit, quel que soit l'ouvert de im de f, il s'écrit forcément U inter im de f, où U est un ouvert de U. Donc tous les ouverts de im de f, leur image réciproque par G est un ouvert de E. Okay, donc, si f est continu, G est continu. Okay, et puis en fait, bah, donc voilà, hein, parce que un ouvert de im de f, donc j'ai déjà dit en fait, mais un ouvert de im de f, c'est forcément de la forme U inter im de f. Donc c'est équivalent à dire f est continu, c'est équivalent à dire que G est continu. Ok? Voilà, voilà. Très bien. Donc les preuves ne sont pas essentielles. C'est important de savoir, c'est que voilà, une application continue, si on enlève un bout d'espace de départ, là, on prend juste une restriction et la topologie induite, ça reste continu. Si on enlève des points qui ne sont pas dans l'image en haut, ben, ça reste continu. Ok. Jusque-là, tout va bien. Alors, très bien. Donc, soit E et F, deux espaces métriques. Ouais, on va définir les applications lipschitziennes. C'est dur à dire, c'est un mot qui a l'air compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je prends un réel strictement positif. On dit qu'une application de E dans F, elle est K-lipschitzienne si et seulement si, pour tout xy dans E, la distance entre f de x et f de y, elle est plus petite que k fois la distance de xy. Ça veut dire, K-lipschitzienne, ça veut dire, vous voyez, que la fonction f, elle écarte pas trop les images. C'est-à-dire, si x et y sont proches de 2, eh ben, f de x et f de y ne sont pas plus éloignés que 2k. Donc, par exemple, si k égale 1, ça veut dire que les distances ne sont pas augmentées, elles peuvent être que diminuées. Hein, si k égale 1, distance des deux images est plus petite ou égale à la distance des deux points, des deux antécédents. Vous voyez? Si c'est 3, bah, ok, ça peut éventuellement tripler les distances, mais pas plus. Voilà, en gros, il y a un contrôle entre l'écart entre les valeurs de départ et l'écart entre les valeurs d'arrivée. Ça ne peut pas trop les écarter. Donc, sous-entendu, vu que si vous avez compris ce que veut dire continu, ça veut dire que si deux points sont très proches au début, l'arrivée ils sont proches, bah, du coup, si elle est lipschitzienne, elle est continue. Vous voyez, si d de xy est tout petit, bah, la distance de f de x à f de y sera plus petite aussi, parce que k est une constante qui ne dépend pas de x et de y. Hein. Ok? Voilà, voilà. Donc, on va le démontrer tout de suite. Donc, si je prends une application de E dans F qui est K-lipschitzienne, elle est forcément continue. Alors, pour ça, c'est tout con. Je prends un epsilon positif, n'importe lequel. Pour tout epsilon positif, je pose alpha égale epsilon divisé par K. Et là, je me rends compte que pour tout x0 dans E et pour tout x dans E, si la distance de x à x0 est plus petite que alpha, bah, la distance de f de x à f de x0, elle est plus petite que k fois alpha. C'est fait pour, hein. Il y a une distance de f de x à f de x0 plus petite que k fois distance de x à x0, donc plus petit que k fois alpha. Okay, et puis ça tombe bien, j'ai pris justement alpha pour que k fois k ce soit epsilon. Et donc, quel que soit epsilon, distance de f de x à f de x0 est plus petit qu'epsilon quand x est assez proche de x0. Donc elle est continue en x0. Et ça c'est vrai pour tous les x0, donc elle est bien continue. Ok? C'est tout bête, hein. Je veux dire, voilà, c'est un cas particulier, quoi. Ok, ok. Très bien. Alors, ça va nous être utile, ces applications lipschitziennes, pour démontrer plein de fonctions continues, parce que des fois, c'est plus facile de montrer qu'elles sont lipschitziennes que continues. Comme quoi. Hein. Et donc, premier exemple, eh bien, on va montrer que si on prend un espace vectoriel normé, donc un espace muni d'une norme, eh ben, on a automatiquement, donc sur R ou C, hein, on a automatiquement que l'application de E dans R+, qui a x associé norme de x, elle est continue.
c'est heureux, mais pourquoi? Ben en fait, on a une superbe inégalité. Vous vous rappelez qu'on avait démontré avec une inégalité triangulaire il y a très longtemps dans les vidéos sur les normes. Ouh là 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 là. Et donc, qui disait, rappelez-vous, que l'écart entre deux normes, c'était plus petit que la norme de l'écart. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Bah du coup, regardez bien, ça veut dire que mon application norme, elle est 1 Lipschitzienne. Hein. Distance entre l'arrivée, donc c'est deux nombres réels. L'écart entre deux nombres réels, c'est valeur absolue de A moins B. Hein. Donc, la distance entre f de x et f de y est plus petite que la distance entre x et y. X et y, c'est deux éléments de E. La distance entre x et y, c'est la norme de x moins y. Bah, elle est 1 Lipschitzienne, ma fonction. Voilà, donc elle est continue. Bam. Ok. Alors, plus généralement, maintenant, même si je prends un espace métrique quelconque, et je fixe un x0, l'application qui a x associe la distance de x à x0, elle est 1 Lipschitzienne aussi. Hein, on avait la même inégalité, rappelez-vous. C'est-à-dire, on avait distance de x à x0 moins distance de y à x0 est plus petite que distance de x à y. En valeur absolue. D'accord? Donc, du coup, si je fixe un x0, la distance de x à x0, c'est aussi une application continue pour D. Pour la topologie induite par D, hein, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça c'est quand même minimum, quoi. D'autres exemples d'applications continues. Ok, alors maintenant, pour voir un petit peu la différence, si je prends K puissance n, un espace vectoriel très particulier, donc R puissance n ou C puissance n, muni de la norme infinie. Alors là, la norme infinie, rappelez-vous, ça veut dire le max des valeurs absolues des coefficients, ou le max des modules des coefficients, si on est dans C. D'accord, hein, le norme de x1, x2, xn, c'est max des valeurs absolues de x1, x2, xn, ou max des modules de x1, modules de x2, modules de xn. Ok. Et maintenant, je prends une autre norme, quelconque sur E. Il y en a plein des normes sur E. On a vu, il y a la norme 1, la norme 2, la norme 3, mais il y en a d'autres en plus. Hein. Je prends une norme sur E. Alors, ce que je dis, c'est que la norme, elle est continue. On va dire, mais on vient de voir juste avant, n'importe quelle norme est continue. Non. L'exercice d'avant, la question, le théorème d'avant, c'était que n était continue dans E muni de la norme n. Elle était continue pour elle-même. Là, ce que je veux dire, c'est que n est continue pour la norme infinie. Alors attention, parce que là, hein, ça fait chauffer les neurones. On a vu qu'a priori, la notion de continuité dépend de la topologie. Donc, a priori, dépend de la norme choisie sur l'espace vectoriel. On peut être continu pour une norme et pas pour une autre. Alors en fait, non, parce que là, on est en dimension finie. Donc je spoil encore un petit peu, mais on verra qu'en dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues, toutes les normes sont... Bref, toutes les normes sont équivalentes, donc elles sont toutes continues les unes pour les autres. Bon, bref, donc en fait, non, ça ne dépend pas de la norme pour les espaces vectoriels des dimensions finies. Donc pour K puissance n, ça ne dépend pas de la norme. Mais ça, on ne le sait pas. Donc a priori, même en dimension finie, être continu ou pas, ça dépend de la norme. Et donc la première étape pour montrer ça, c'est de montrer qu'une norme quelconque n, elle est continue pour la norme infinie. Alors on va démontrer ça. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une base de mon espace. Donc par exemple la base canonique, là, parce qu'elle est facile. Donc E1, E2, En. Vous savez, E1 c'est 1, 0, 0, 0, 0. E2 c'est 0, 1, etc. etc. Que des zéros. Bref. Ok, alors un vecteur de donc, x1, x2, xn, hein, un vecteur x2, E1, je peux l'écrire somme des x et EI. D'accord? C'est x1 fois le premier, plus x2 fois le deuxième, plus x3 fois le troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Mais du coup, la norme de x, la norme d'une somme, vous savez, une égalité triangulaire, c'est plus petit que la somme des normes. Et puis norme de xi, EI, xi c'est un nombre, c'est égal à valeur absolue ou module de xi fois norme de EI. Donc finalement, c'est plus petit que la somme pour i allant de 1 à n des valeurs absolues de xi ou des modules de xi, n de EI. Ok? Jusque là, on va me dire, bon d'accord. Mais là, du coup, tous les xi, là, je peux les majorer par le max de tous les valeurs absolues de xi, par la norme infinie. D'accord? Ils sont tous plus petits que norme de x infinie. Donc je peux le sortir de la somme, tout ça, tout va bien. Et donc j'obtiens finalement que n de x, ce nombre-là, c'est plus petit que norme infinie de x fois c, où c, c'est la somme, ce qui reste, la somme pour i allant de 1 à n de EI. Ça, c'est un nombre positif, d'accord? Strictement, parce que les EI ne sont pas vecteurs nuls, donc voilà. C'est un nombre qui dépend que de la base, d'accord, et de n, ok, mais pas de x. Hein, je change de x, cette constante-là, elle ne change pas. Ok? Et donc, j'ai bien trouvé que pour tous les x, n de x était plus petit qu'une constante fois la norme de x infini. Autrement dit, ça veut dire que n, elle est C-Lipschitzienne. Hein. Parce qu'en particulier, si je prends, vous voyez, n de x moins n de y, c'est plus petit que n de x moins y. Ça, c'est toujours l'inégalité triangulaire, à l'autre sens sur les normes qu'on a utilisé le coup d'avant pour montrer que n, elle est Lipschitzienne par rapport à n. Mais d'après ce qu'on vient de dire, n, elle est plus petite que c, norme de x moins y. Donc, elle est C-Lipschitzienne par rapport à la norme infinie. Voilà, 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 voilà. Ok.
Donc elle est continue par rapport à la norme infinie. Et donc un petit spoiler, on va utiliser ce résultat-là pour démontrer que toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, plus tard. Ça arrivera plus tard, mais toutes les étapes, vous voyez, parce que la preuve est un peu compliquée, un peu longue, et à chaque fois, il y aura des étapes. Ah oui, alors ça, là, cette norme-là, elle est continue par rapport à la norme infinie, rappelez-vous, on l'a déjà vu, etc. Bon, bref. Donc voilà. Ok, allez, maintenant, encore pour construire d'autres applications continues, bah, je vais avoir besoin de... des fois, il y a des espaces produits, d'ailleurs, ça arrive, hein, des applications de R2 dans R3, des choses comme ça. Donc, ce qu'on va démontrer, c'est que, je spoil un petit peu ce à quoi je veux arriver, mais c'est que c'est une fonction f, en fait, c'est f1, f2, f3, elle est continue, c'est seulement si toutes les composantes sont continues. Voilà, c'est ça que je veux arriver. Autrement dit, une matrice de application, c'est continu, c'est tous les coefficients sont continus, vous voyez, voilà. Bref, c'est ça qu'il faut démontrer. Ok, et donc on va se retaper la topologie produit, tout ça. Vous vous rappelez, hein, les ouverts d'un produit, c'était les réunions de produits d'ouverts. Ouh là 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 là, c'est vieux, rien compris. Bon, on va réutiliser tout ça, rassurez-vous. La démonstration n'est pas essentielle, hein, mais par contre le résultat, oui. Hein. Bon, bref, alors, donc allons-y, on prend des espaces topologiques, on prend donc sur le produit cartésien la topologie produit, et donc hein, je vous rappelle que ça veut dire qu'un ouvert de ça, c'est une réunion de produits d'ouverts O1, croix O2, croix ON. Ok. Bon, alors on note PI, la projection sur le IM facteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un élément x1 dans E1, x2 dans E2, etc., que je fais un couple, un NUplay x1, x2, xn, je choisis celui qui donne xi, j'appelle ça PI. Pi1, c'est celle qui donne x1, Pi2, c'est celle qui donne x2, etc., etc. Moi, ce que je prétends, c'est que toutes ces projections-là, elles sont toutes continues. Ok? Et donc ça me donnera que si une application avec plein de composantes est continue, bah, en composant avec la projection, chaque composante est continue. Ok? Bon, ben voilà, il faut démontrer ce truc-là. Alors allons-y, prenons un ouvert de EI. Hein, montrer avec l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Hein. Donc, un ouvert de EI, son image réciproque, qu'est-ce que c'est que ça? Quels sont les points de là, les NUplay qui vont donner la valeur xi qui est dans U? Bon, bah, il faut que xi ici soit dans U, et tous les autres valeurs, on s'en bat les steaks. On peut prendre toutes les valeurs possibles. N'importe quoi dans E1, n'importe quoi dans E2, n'importe quoi, vous voyez. Juste, il faut que xi soit dans U pour avoir l'image réciproque de U par pi. Donc j'obtiens bien que c'est E1, croix E2, croix E1, croix U à la place de EI, et puis après EI plus 1, etc., croix EN. D'accord? Tous les autres, il y a toutes les valeurs possibles, et puis il y a juste ça. Ok? Mais ça, ça c'est un produit d'ouvert. Regardez, E1 c'est un ouvert de E1, E2 c'est un ouvert de E2, U c'est un ouvert de EI. Donc un produit d'ouvert, c'est un ouvert. Parce que même c'est plus général que ça, un ouvert du produit, c'est une réunion de produits d'ouvert. Mais donc un produit d'ouvert, c'est un ouvert. Donc ça, c'est un produit ouvert, donc c'est un ouvert. Bah, donc l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Donc pi est continu. Bon. C'est pas dur, mais il faut le dire. Ok. Et donc en fait, la topologie produit, d'une certaine façon, elle peut être définie comme la topologie la moins fine, donc celle qui a le moins d'ouverts possible, qui rend les projections continues. Autrement dit, si je veux que tous ces trucs-là soient des ouverts, mais du coup, les intersections de ces trucs-là sur les ouverts, donc tout ça fait des produits d'ouverts, et les réunions de trucs comme ça sur les ouverts, ça fait les réunions de produits d'ouverts. C'est la topologie qui a le moins d'ouverts possible, mais qui rend les projections continues, en fait, c'est la topologie produit. Elle est faite pour ça, en fait. Voilà. Donc bon. Parce que plus je rajoute d'ouverts, plus c'est facile hein, après que ce soit continu. Mais donc c'est celle où il y a le moins d'ouverts possible, mais pour que ça, quand même, soit continu. Enfin bon, c'est pas très grave, sinon ça c'est pas trop, j'insiste pas trop. Et donc voilà le théorème qui lui est vraiment important, l'énoncé est vraiment important. Donc si je prends plein d'espaces topologiques, ok, je prends le produit muni de la topologie produit, et je prends un espace topologique x quelconque, d'accord, et une application donc de x dans E, qui a petit x associe f1 de x, f2 de x, fn de x. Donc je vais dans un espace, dans un produit. C'était peut-être un produit grand x, mais enfin, on s'en bat les steaks. Je vais dans l'espace x dans un produit. Et ben, je dis que f est continu, si et seulement si, chacune des composantes fi est continue. Alors la preuve, supposons que f, globalement, soit continu. Ben, si f est continu, ça veut dire que pi rond f est continu. Okay, composé de deux applications continues, on l'a vu tout au début de la vidéo, c'est continu. Mais donc pi rond f, c'est fi. Donc chaque fi est continu. Ok, jusque-là, tout va bien. Donc dans ce sens-là, c'était fait pour. Ok, alors maintenant, supposons dans l'inverse que toutes les composantes fi soient toutes continues. Pourquoi le f au global est continu? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, soivez un voisinage de f de a. Donc f, c'est l'application qui va de x dans le produit. Je prends f de a, donc f1 de a, f2 de a, ok. Bon, ok, puis je prends v, un voisinage de f de a dans mon produit. Ok. Bon, ça veut dire qu'il existe un ouvert du produit tel que f de a appartient à cet ouvert qui est inclus dans le voisinage.
définition d'un voisinage. Okay, mais cet ouvert U, c'est une réunion de produits d'ouvert, définition de la topologie produit. Donc si un élément est dans une réunion de produits d'ouvert, il est dans un des produits d'ouvert. Donc mon f de A, il est forcément dans un produit d'ouvert comme ça. Donc il existe des O1 dans T1, O2 dans T2, ainsi de suite, OI dans TI, tel que f de A, il appartient à O1, croix O2, croix OI, croix ON. Ok, d'accord. Et tout ça c'est inclus dans V, parce que la réunion de tous les produits était inclus dans V, donc en particulier ce produit-là était inclus dans V. D'accord, parce que c'est un petit bout de U. Hein, ok. Bon, très bien, on va faire par y arriver. Mais du coup, si A, f de A appartient à tout ça, l'image de A est dans tout ça. Ben, ça veut dire que A, il est dans l'image réciproque, c'est un antécédent d'un point de O1, O2, croix ON. Oui, il est dans l'image réciproque de tout ça. Okay, et comme ça, c'est inclus dans V, ça, c'est inclus dans l'image réciproque de V. Ok, hein, jusque-là, vous allez me dire, tout va bien. Mais du coup, f-1 de O1, croix O2, croix O2, eh ben, c'est f-1 de O1 intersecté avec f-1 de O2 intersecté avec fn-1 de ON. En fait, alors ça c'est juste tout le temps vrai. Réfléchissons un petit peu. Quels sont les x? Il n'y a pas besoin d'hypothèse quelconque. Hein. Si je vais dans un produit, d'accord, imaginez on prend avec 2 pour commencer. F qui va dans AB, A croix B. D'accord. Et puis, je ne sais pas, son image, voilà, j'ai un point qui est antécédent d'une partie voilà, donc je suis dans E croix F, il y a A croix B dans E croix F, l'image réciproque de A croix B. Ben, si X, il est dans l'image réciproque de ça, ça veut dire que F de X était dans A et que F1 de X était dans A et que F2 de X était dans B. Hein, dire que F de A, il est dans tout ça, ça veut dire que F1 de A, il est dans O1, que F2 de A, il est dans O2, puisque je rappelle, F de A, c'est F1 de A, F2 de A, F3 de A, etc. etc. D'accord. Et donc, autrement dit, l'image réciproque de ça, quels sont les antécédents dans ça? Ben, c'est tous ceux dont l'image par F1, ça tombe dans O1, et l'image dans F2, ça tombe dans O2, et l'image dans ainsi de suite, et l'image par Fn, ça tombe dans N. Donc, c'est l'intersection de tous ces trucs-là. Ok? C'est chaud, mais on y arrive. Parce que maintenant, tout ça, si les FI sont tous continus, vu qu'OI c'est des ouverts à chaque fois, ça c'est un ouvert, ça c'est un ouvert, ça c'est un ouvert. J'arrive à me ramener à mon hypothèse sur les FI. FI est continu, O1 est un ouvert de E1, F-1 de O1 est un ouvert. Et donc tout ça, c'est une intersection d'ouverts de X, donc c'est un ouvert de X. Donc F-1 de tout ça est un ouvert de X. Voyez, on y arrive. Et donc F-1 de V est un voisinage de A, puisque f-1 de V contient un ouvert de X qui contient A. A appartient à ça, qui est un ouvert, qui est inclus là-dedans. Donc, f-1 de V est bien un voisinage de A. Il contient un ouvert qui contient A. Et donc, elle est continue en A. Hein, par définition, je vous rappelle, je prends un voisinage quelconque de f de A. f-1 de V est un voisinage de A, ça veut dire que f est continu en A. J'ai fait ça, donc voilà. Donc, je fais ça pour n'importe quel A. Si tous les FI se continuent, f est continu. F est continu en A, et donc ça marche pour tous les points. Et voilà. Ouf. Alors du coup, on peut faire plein de trucs super. Grâce à ça, mais je ne pouvais pas m'en passer, je peux démontrer des trucs qui sont complètement évidents. Tout ça pour ça. Non, mais montrer que la somme d'un espace vectoriel est continue. Que la multiplication par un scalaire est continue. Bah heureusement, on a envie de dire. Tu nous l'aurais dit, on aurait admis. Dire, tu vois, je pense que je l'aurais dit comme ça, oui, bah, x plus y est continu, tout le monde aurait dit, bah, ouais, bah oui. Si f est continu et g continu, f plus g continu, bah ouais. Ouais, bah comment ça se démontre? Bah c'est évident. Ah bah, démontre-le, c'est évident. Et bah on est obligé de se taper le truc du produit, hein, en fait. Je vois pas comment faire autrement. Si on veut faire les choses proprement, c'est dur en fait de démontrer ça. Regardons. Bon bref. Donc, je munis E croix E de la norme produit. Voilà, j'ai pris, je peux en choisir une comme je veux, mais je prends max de norme de x, norme de y. On a déjà vu que c'était une norme sur le produit cartésien. Ok. Les applications maintenant de E croix E dans E et de E dans E définies par au couple xy associé x plus y et au couple x associé lambda x, elles sont continues. Alors pourquoi? Bon bah allons-y, on prend donc x, x0, y, y0. Donc je vais montrer que l'image de xy est proche de l'image de x0, y0 quand x et y est proche de x0, y0. Donc la norme de x plus y moins x0 plus y0, donc de
s de xy moins s de x0, y0, bah, par inégalité triangulaire, hein, ça fait norme de x moins x0 plus y moins y0, donc ça fait plus petit que norme de x0 plus norme de y moins y0. Ok. Et donc, ça, vu que la norme que j'ai prise sur le E croix E, c'est le max des normes, c'est plus petit que 2 fois la norme de ça. D'accord? Parce qu'il y en a un, c'est le plus grand des deux, bah, du coup, la somme des deux est plus petit que 2 fois le plus grand des deux. Ok, donc ça veut dire que mon application somme, elle est de Lipschitzienne. Donc, elle est continue. Ok? Jusque-là, bon, ok, vous allez me dire très bien. Et puis maintenant, bah, si je prends un lambda quelconque, un réel ou un complexe, hein, pour tout x' dans E, norme de lambda x moins lambda x0, alors c'est pas x', c'est x et x0, je mets une petite boulette là. Bon, bah, la différence entre lambda x et lambda x0, c'est valeur absolue de lambda ou module de lambda, norme de x moins x0. Bah, donc pareil, elle est module de lambda Lipschitzienne, donc elle est continue. Ok? Donc ces deux applications-là, ça va. Le produit, c'est pour après. En fait, c'est maintenant. Je vais dire un truc complètement évident. Si je prends deux applications qui vont de E dans F, deux applications continues, donc je peux faire la somme, puisque F est un espace vectoriel, donc ça a un sens. Même si E n'est pas du tout un espace vectoriel, il n'y a pas besoin. E est un espace topologique. J'ai besoin, hein, pour ajouter de fonctions, j'ai besoin qu'on puisse ajouter les images. Hein. Donc j'ai juste besoin que F soit un espace vectoriel normé. Alors, je peux faire F plus G et je peux faire lambda fois F. Et bien, si F et G continuent, F plus G est continu, et lambda F est continu. Et donc, ben comme F et G est continu, l'application qui a X associe le couple F de X, G de X est continue. On l'a vu, si chacune des composantes est continue, cette application-là est continue. Et on vient de voir que l'application de F croix F qui faisait la somme est continue. Et donc finalement, F plus G, c'est la somme composée avec cette application phi qui est continue. Et donc, vous voyez, j'ai besoin de mon application produit, là. OK. Et puis, lambda f, bah, c'est la multiplication par lambda rond f. Donc, okay, si f est continu, m lambda étant continu, ça reste continu. Et donc, voilà. Donc, résultat complètement évident, je veux dire. Il se prend la tête pour démontrer des trucs qui sont complètement évidents. Mais bon, il faut le savoir. Voilà, une somme de deux fonctions continues et continue. Ah, super. Bon, bref. Alors maintenant, un produit, une division. Oh là 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 là. Alors, déjà... Donc, je vais le faire avec xy, mais vous voyez bien, le but, c'est de montrer que de produit de deux fonctions continues, après, par combinaison, hein, par composition, c'est déjà si f est continu, g est continu, f fois g est continu. Oui. Et pareil, je dirais si f est continu et g est continu, mais ne s'annule pas, à valeur dans R ou dans C, toujours, alors f sur g est continu. Ok? Truc qu'on a envie de faire. Donc, alors allons-y, comment on démontre ça? Donc, on veut démontrer que l'application qui a x et y, si leur produit, c'est un truc continu. C'est-à-dire, si x est proche de x0, y est proche de x0, le produit xy est proche de x0, y0. On se dit, bah, c'est évident. Ouais, mais si c'est évident, ça se démontre. Alors, allons-y. Donc, prenons xy, x0, y0, donc deux éléments de cas. Et bah, je vais regarder, je veux l'écart entre xy et x0, y0. D'accord? Donc, voilà. Je veux regarder ce truc-là. Alors, astuce, je vais couper, je vais dire que ça, c'est valeur absolue de xy moins x0y plus x0y moins x0, y0. Dire, bon, bah, ça nous fait une belle jambe de faire ça. Mais alors, l'astuce, vous voyez, c'est parce que maintenant, je peux mettre module de y en facteur. Alors, je change entre valeur absolue et module, parce que des fois, c'est R ou C. Voilà, vous avez compris. Bref, module de y fois x moins x0. Module de x moins x0. Inégalité triangulaire, hein, c'est plus petit que, là, je peux mettre x0 en facteur. Module de x0 fois module de y0, y moins y0. Ok, alors là, je suis très content pour ce terme-là. Ça, c'est une constante. x0 et y0 est fixé. Et donc, si y est proche de x0, ce truc-là, ce sera petit. Mais là, si y est proche de x0, y0 est très très grand, il y a encore un petit peu de boulot. Donc, si je prends x moins x0 plus petit que alpha, donc x proche de x0 à alpha près, après je vais essayer de trouver alpha pour que ça marche, hein, et y moins y0 plus petit que alpha, qu'est-ce que je peux dire de mon x, de ce truc-là? Bah déjà, valeur absolue de y, c'est égal à valeur absolue de y moins y0 plus y0. Okay. Donc ça, je coupe, c'est la somme plus ça, et donc ça, c'est plus petit qu'alpha, donc ce sera plus petit que alpha plus module de y0. Ok? Et donc, quand je remplace, finalement, ce truc-là, ça, c'est plus petit que alpha plus module de y0, fois x moins x0 qui est plus petit qu'alpha, plus x0, bah, du coup, qui est là, et ça, plus petit qu'alpha. Donc finalement, ça fait alpha facteur de alpha plus y0 plus module de x0. Voilà. Hein, vous voyez, j'ai majoré y par ce truc-là, j'ai majoré celui-là et celui-là par alpha. J'ai mis en facteur. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer que ce truc-là, hein, si alpha est assez petit, ça, c'est aussi petit que je veux.
Bah, c'est pas tellement étonnant parce que y, x0, x0, ils sont fixés. Donc du coup, eh ben, je vais choisir un alpha. Donc, je prends un epsilon n'importe comment et je vais choisir un alpha qui soit à la fois plus petit que 1 et plus petit que epsilon sur 1 plus module de y0 plus module de y0, x0. Bah, je prends le minimum des deux. Hein. Si jamais ça c'était plus grand que 1, bah, je prends alpha égale strictement plus petit que 1, n'importe quelle valeur, 1,5 par exemple. Et sinon, bah, je prends une valeur plus petite que ça. Ok. Bah, du coup, si alpha il est à la fois plus petit que ça et plus petit que ça, eh ben, alpha fois ça, c'est fait pour, regardez, hein, ça fait dire que bah, du coup, alpha donc multiplié, donc plus petit que 1, ok, et alpha plus tout ce truc-là, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est plus petit qu'epsilon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je comprends plus rien à ce que j'ai fait. Pourquoi ça c'est plus petit qu'epsilon? Hop, hop. Ah oui, parce que ça y est, je l'ai. Je me dis, putain, mais je suis planté, j'ai peur. Bon, j'aurais dû relire un peu plus précisément. Donc, oui, alpha plus y0 plus x0, c'est plus petit que 1 plus alpha x0 plus y0, si je prends alpha plus petit que 1. Ce nombre-là, il est plus petit que celui-là. D'accord? Et donc, si alpha, en plus, il est plus petit que lui, donc ça, c'est plus petit que alpha fois 1 fois tout ça, parce que je prends alpha plus petit que 1, et donc alpha fois tout ça, c'est plus petit qu'epsilon. Ouf, non, je ne me suis pas planté. Moi, j'ai eu un gros peur. Ok, très bien. Donc, elle est compliquée la rédaction, vous voyez, c'est l'air tout con. Hein. Dire si x tend vers x0, y tend vers y0, xy tend vers x0, y0, ça a l'air tout con. Vous voyez la preuve comme c'est compliqué quoi hein, je voulais pas faire chercher avant parce que je suis un mec sympa, hein, parce que c'est dur. Hein. Ok. Et donc finalement, si on prend donc, on peut généraliser le même raisonnement, parce que là vous avez vu, je l'ai fait de R dans R ou de C dans C, mais en fait, si je prends une K-algèbre quelconque, donc une espace vectoriel dans lequel on a une multiplication, rigoureusement le même raisonnement où on met norme à la place de mettre valeur absolue, montre que l'application de E dans E qui a XY, c'est le produit de XY et continue. D'accord? C'est la même chose avec norme à la place. Donc le produit, quand on peut le faire, dans les polynômes, les fonctions, machin, produit de trucs et continue. Produit de fonctions, continue, c'est continu, tout ça, tout va bien. Ok, la division maintenant. On va me dire, bon, on te fait confiance, ça va marcher. Ah bah non, il faut le faire. Allez, allez. Si vous voulez, vous êtes un petit peu de challenge, j'ai essayé de le faire à la main d'abord, tout seul. Bon, allez. Allez, je vais le faire. Donc en fait, comme je sais déjà que le produit ça marche, bah, il suffit de démontrer que l'application qui a Y associe 1 sur Y, d'accord, et continue. Donc ça va. Si je prends Y qui est non nul, il faut montrer que de K étoile dans K étoile, cette application-là, elle est continue. Et bien pour ça, il faut lutter encore un petit peu. Donc on prend Y0 et Y, il faut essayer de majorer la valeur absolue de 1 sur Y moins 1 sur Y0. Si je mets tout au même dénominateur, ok, bah, ça fait Y0 moins Y sur Y moins Y fois Y0. Jusque-là, vous me dire, bon, ça nous fait une belle jambe. Ok, alors maintenant, regardez bien, si je prends Y0 assez proche de Y, même plus proche que valeur absolue de Y0 sur 2, alors Y est non nul, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez bien, l'idée c'est qu'Y0 il est assez loin de 0, enfin il a une certaine distance de 0, valeur absolue de Y0, ça c'est la distance entre Y0 et 0, ce nombre-là, d'accord? Et donc si Y est plus proche de Y0 que la distance entre Y0 et 0 divisé par 2, bah, il est plus proche de Y0 que de 0. Donc il ne peut pas être nul. Vous voyez? Donc, alors comment ça se démontre? Bah, c'est toujours pareil. Valeur absolue de Y, c'est valeur absolue de Y moins Y0 moins Y. Ça simplifie les Y0, ça fait plus Y. Vous voyez, ça fait la même chose. Et donc par inégalité triangulaire, ça c'est plus grand que l'écart des deux. Vous savez, valeur absolue de A moins B, c'est plus grand que valeur absolue de A moins valeur absolue de B. Donc ça, c'est plus grand que valeur absolue de Y0 moins valeur absolue de ça. Et donc si ça, c'est plus petit que Y0 sur 2, bah ça, c'est plus grand que Y0 sur 2. Normal, hein, je veux dire, vous voyez, on a pris Y0, imaginez à distance 6 de 0. Je prends un truc qui est plus proche de 3 de Y0, bah, du coup, voilà, bref. Ok, la distance avec 0 est plus grande que 3. Donc jusque-là, tout va bien, parce que ça me permet de dire que ce truc-là ne va pas s'annuler quand même, quand Y est assez proche de Y0, ce qui est heureux. Ok? Et donc, finalement, si je prends toujours donc, mon Y assez proche de Y0 pour que l'écart entre les deux soit plus petit que Y0 sur 2, et bien du coup à ce moment-là je peux remplacer Y par Y0 sur 2 puisque donc j'en déduis que là, valeur absolue de Y elle est plus grande que valeur absolue de Y0 sur 2, donc 1 sur valeur absolue de Y c'est plus petit que 2 sur valeur absolue de Y0, donc je remplace le 1 sur valeur absolue de Y ici par 2 sur Y0, et j'obtiens 2 valeurs absolues de Y0 moins Y, de Y0 moins Y sur Y0 au carré. Vous voyez, j'ai utilisé cette inégalité-là. Valeur absolue de Y plus grand que ça, donc divisé par Y, c'est plus petit que multiplié par 2 divisé par Y0.
Ok, donc voilà, j'obtiens bien ce truc-là. Et là, je suis très content parce que j'ai plus de y en bas. Et donc maintenant, si y moins y0 est non seulement plus petit que ça, mais plus petit que epsilon divisé par 2 fois ce truc-là. Donc je vais prendre alpha, le minimum de y0 sur 2, parce que je veux que ce soit plus petit que y0 sur 2, et y0 carré sur 2 epsilon. Alors, si y est proche de y0, à ce alpha-là, forcément, ce truc-là est plus petit qu'epsilon. Bon, c'est galère. Honnêtement, la preuve, c'est pas grave. Mais il faut juste savoir ce que vous savez déjà. C'est-à-dire qu'un produit de fonction continue est continu et qu'une division de fonction continue qui ne s'annule pas en bas, elle est continue, quoi. Ok? Voilà. Mais du coup, maintenant qu'on sait ça, on sait la somme, le produit, la division, on peut s'amuser à faire plein d'exemples. Ouais. Donc, par exemple, si je prends un polynôme de R dans R ou dans C, bah, c'est continu. Pourquoi? Bah, parce que x est continu, x carré est continu, x au cube est continu, c'est des produits de fonctions continues. Multiplié par 3, c'est continu, la somme, c'est continu, donc 3x cube plus 4x2 plus 5x, c'est continu. Fantastique. Toutes les applications polynomiales sont continues. Ouais. Et si je prends donc deux polynômes, c'est continu en haut, c'est continu en bas. Ah, si ça ne s'annule pas en x0, important, là, il ne faut pas que ça vaille 0 en x0, d'accord? Donc, du coup, sur un voisinage de x0, là, c'est pas nul, et ben, cette application-là, P sur Q, elle est continue en x0. Voilà, elle est continue au voisinage des points où ça ne s'annule pas. Ok. Alors après, ça c'est un petit rappel de ce que vous avez vu les séries entières. Alors c'est vieux comme tout. Hein. Bon, on a déjà vu, on peut admettre, je ne vais pas refaire tous les cours qui existent avant, donc si une suite de fonctions converge uniformément alors, et que toutes les fn sont continues, alors la limite est continue. Et on a vu aussi que pour les séries entières, on a vu ça, hein, somme d'une série entière, là, elle a un rayon de convergence, elle est forcément continue, la somme sur le rayon de convergence ouvert. Ok, donc ça, j'insiste pas. Mais du coup, ça permet de démontrer que exponentielle est continue, par exemple, ou que cosinus est continu, ou que sinus est continu, puisque ce sont des séries entières. Ok, donc voilà, on a encore plein d'autres exemples. Hein. D'autres plus simples, si je prends une matrice, tiens, une matrice, eh ben, je prends sa trace. La trace, je vous rappelle, c'est la somme des AII, pour I allant de 1 à n. C'est A11 plus A22 plus A33 plus A44. Ben, la trace, c'est continu. D'accord? Pourquoi? Parce que l'application qui a la matrice associée à un coefficient, vous savez, c'est la projection, donc ça c'est continu. Et puis une somme d'applications continues, c'est continu. Donc la trace est une application continue. Fantastique. Le déterminant, c'est horrible. Vous avez la formule comme elle est atroce, quoi. Mais c'est un polynôme. Hein, je vous rappelle la formule si vous voulez pour vous faire des cauchemars la nuit. Mais la formule du déterminant de cette matrice, la IJ, là, c'est la somme pour toutes les permutations de n éléments de la moins 1 puissance la signature de cette permutation multipliée par le produit des AI sigma de i. Quelle horreur! Bref, mais on s'en fout, c'est que des multiplications et des sommes. Et multipliées par des constantes. Donc c'est continu. Cool. Donc, application, la trace est continue. Bah, du coup, les matrices de trace nulle, c'est l'image réciproque de 0 par l'application trace. 0, c'est un fermé de R. Donc, les matrices de trace nulle, c'est un fermé de Mn de K. L'ensemble des matrices inversibles, c'est l'ensemble de matrices dont le déterminant est non nul. Donc c'est l'image réciproque de K étoile par l'application de déterminant qui est continu. K étoile, c'est un ouvert de K. Parce qu'un singleton 0, c'est un fermé, je vous rappelle. Hein. Donc le complémentaire, c'est un ouvert. Donc l'ensemble des matrices inversibles, c'est un ouvert de Mn de K. Elle est pas belle la vie? L'ensemble des matrices de déterminant 1, SLN de K, c'est des matrices déterminant 1, par définition, c'est l'image réciproque de 1 qui est un fermé de R. Et donc c'est un fermé de N de K. Voilà, plein de théorèmes comme ça, hyper faciles, etc., qu'on va pouvoir faire, fantastique. Allez, d'autres exemples, parce qu'on est fou, on peut faire plein de trucs. Tiens, racine de x, oh là 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 là. Ce truc-là, c'est continu, youhou. Pourquoi? Parce que c'est, par exemple, l'exponentielle de 1/2 de ln de x. Bon, même plus généralement, en fait, c'est l'application réciproque de la fonction x au carré. Donc si une fonction est continue, ça donne des réciproques et continue. Voilà, donc là pareil, hein, c'est les x à la puissance p fois x à la puissance 1 sur q c'est la fonction réciproque de la fonction x puissance q, donc elle est continue. D'accord, l'application réciproque, vous voyez bien, hein, si elle est continue, sont symétriques, c'est dans l'autre sens, c'est aussi continu. Bref. Donc, c'est pas automatique, ça, je dis un peu des conneries, mais pour celle-là, ça marche bien. Il existe des fois des bijections qui sont continues dans un sens, la réciproque n'est pas continue, donc il ne faudrait quand même pas que je fasse sous-entendre que ça marche tout le temps. Mais en tout cas, racine de x, bon, vous la connaissez bien, c'est une application continue. Ça, c'est des applications continues. Si je prends une application mesurable bornée, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Ça veut dire une fonction, on peut calculer l'intégrale. L'intégrale entre ax de f de t est toujours continue. Ça alors, même si f n'est pas continue, hein, son intégrale entre ax, elle est continue. Et c'est complètement con, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, si je prends f de x moins f de y, d'après Chasles, ça fait l'intégrale entre
Donc l'intégrale de a à x moins l'intégrale de a à y, ça fait l'intégrale de y à a plus l'intégrale de a à x, ça fait l'intégrale de y à x. D'accord? Et donc valeur absolue de l'intégrale de y à x de f, c'est plus petit que l'intégrale de y à x de la norme infinie de f. J'ai pris f qui est borné. Donc f est toujours plus petit qu'une certaine valeur, là, cette norme-là. Et donc l'intégrale d'une constante, ça fait ça fois la longueur, hein, valeur absolue de x moins y. Et bien regardez, oh là là, ça, une constante qui ne dépend pas de x et de y, fois ça, et ben elle est lipschitzienne. Ma fonction grand f, elle est lipschitzienne, donc elle est continue. L'application ln, elle est continue aussi, ok, vous savez déjà, mais bon. Très bien. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, on peut s'amuser. Hein. Toutes les fonctions usuelles qu'on connaît sont continues, on peut faire la somme, les divisions, les machins, les trucs, voilà, comme on trouve plein de fonctions continues. Ok, très bien. Allez, un petit exercice. Je prends un petit système. X plus 2y plus petit que 6, y carré plus petit que x. Alors vous le faites, vous faites un petit dessin déjà, dessinez-moi cette partie du plan là, et puis après montrez que c'est un ouvert. Alors vous mettez sur pause et vous le faites. Allez hop hop hop. Donc voilà, on va dire que vous avez obéi, même si je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait et c'est très mal. Très mal. Bref, allez on y va. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça comme dessin. Alors généralement on galère pas mal avec y carré plus petit que x. C'est marrant hein, parce que j'aurais mis... y plus petit que x2, je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème. Y plus petit que x2, c'est en dessous de la parabole, tout le monde aurait fait en 2 secondes. Mais y2 plus petit que x, oh là 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 là. Mais en fait, c'est juste une symétrie, on a inversé x et y, ouais, je veux dire, voilà, c'est bon, bref. C'est comme si, vous voyez, ma fonction, elle est là, ma courbe x égale y2. Hein. Et donc x doit être plus grand que y2, c'est au-dessus de la parabole. Si je tourne, vous voyez, c'est les points au-dessus, donc voilà, bon, c'est ceux qui sont à l'intérieur de ma parabole, là. Et puis la droite, x plus 2y égale 6, on peut la tracer, c'est facile. Hein. Et donc voilà, on peut prendre 2 points comme on veut dessus. Si x égale 0, y est égal à 3. Hein. Donc je ne sais pas où il est, celui-là. Hop. Et puis, si x égale 0, y égale 3, il est là, bon ça se voit pas trop là. Et puis si y égale 0, x égale 6, alors ça doit se voir un petit peu mieux là. Voilà, bon bref, on a 2 points, hop, on trace. Et c'est plus petit, voilà, y doit être plus petit que ça, donc c'est de ce côté-là. Y est plus petit que, 3 moins x sur 2, bref. Donc ouais, vous allez retrouver cette petite zone-là. Alors pourquoi c'est un ouvert? C'est tout con, parce qu'en fait, l'application, donc qui a xy, c'est x plus 2y, maintenant on a vu ça, était continue. Hein. L'application xy, c'est juste x est continue, juste y continue, la somme, x2 c'est continu, la somme est continue, tout ça, donc ça c'est continu. Pareil, y2 est continu, x moins y2 est continu, etc. Et bah du coup, c'est l'image réciproque de moins l'infini 6 par la première, et de 0 plus l'infini ouvert par la seconde, d'accord, hein, il faut que ça, il faut que ce soit strictement positif. Donc, il faut que g de xy soit strictement positif. Donc, l'image réciproque de 0 plus l'infini, ça fait les points qui sont là. Et donc, c'est l'intersection de deux ouverts, donc c'est un ouvert. Voilà. Ok, ok. Très bien. Allez, des petits exercices à faire pour vous-même que je corrigerai dans une vidéo ultérieure. Donc on va utiliser à tour de bras, démontrez-moi que l'ensemble des points du plan tels que x4 plus y4 égale 1 est un ouvert, fermé. À vous de me dire. Pareil, les points de x, y, z tels que x2 plus y plus petit que 1, il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé, des fois on me dit, il n'y a pas de z. Oui, c'est plus 0z si vous voulez. Okay. Plus petit que 1, les matrices de déterminant 1, on l'a déjà vu. Donc voilà, j'ai oublié d'enlever cet item parce que je l'ai remis avant, mais bon, c'est pas grave. L'ensemble des matrices antisymétriques, tiens, ça alors. Transposé de A égale moins A, je vous rappelle la définition. Les ensembles, les nombres réels tels que cos x moins exponentielle x égale 1. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais ouvert, fermé, tout ça. Et alors là, je vous fais un petit cadeau qu'on verra dans le chapitre suivant, enfin dans 2 chapitres suivants, mais bon, comme ça vous aide. Dans un espace vectoriel normé, ce qui est le cas pour tous les exemples, on est toujours dans un espace vectoriel normé, que ce soit les matrices, ou que ce soit R3 ou R2 ou R, et bien si on est un ouvert, on ne peut pas être un fermé. Donc si vous avez trouvé que c'est un ouvert, ça ne peut pas être un fermé, c'est pas la peine de chercher les deux, quoi. Ça fera gagner du temps. Ok. Alors ensuite, tiens, c'est un exo de l'agrég interne de 2020, un exo qui n'était pas dur à mon avis, mais que personne n'a fait parce qu'ils ont vu le mot ouvert et sont laissés tomber. Parce que la topologie, c'est horrible. On ne fait pas la topologie. Et c'est trop con. Montrer que l'ensemble des matrices dont les mineurs principaux sont tous non nuls est un ouvert de GLN de C. Alors, les mineurs principaux, vous me dire, oui, alors c'est quoi un mineur principal? Alors les mineurs principaux, c'est les déterminants extraits, matrice carrée ici. Alors le premier mineur principal, c'est juste le petit qui est là. Ensuite, c'est la matrice 2,2 qui est là. Ensuite, la matrice 3,3 qui est ici. Vous voyez, c'est les déterminants des matrices extraites en prenant les K première ligne, K première colonne. Bon, on a tous ces déterminants-là. Voilà. L'hypothèse, c'est que tous ces déterminants-là ne sont jamais nuls. Donc, par exemple, le premier terme ici, c'est pas 0, par exemple. Ouais. OK. Et bien, montrer que les matrices qui vérifient ça, c'est un ouvert.
Quelle horreur, on va pas faire ça, c'est tout con, c'est tout con. Regardez, c'est continu, bon, j'insiste pas, allez, je vais les chercher. Bon, enfin bref, un exercice qu'il est beau. Donc, alors, ça c'est un très joli exercice, donc je vous dis, voilà, on prend un espace métrique et une partie dense de E, ok. Je suppose que je prends deux applications continues qui vérifient que sur la partie dense, elles sont égales. On imaginez sur R, deux fonctions qui sont égales sur Q, okay, sur une partie dense. Bon, bah, f de x égale g de x sur une partie dense, montrer que f égale g partout. Ok. Et bon, si vous voulez, vous pouvez faire... Est-ce que vous y arrivez encore pour les espaces topologiques quelconques ou pas? Est-ce que vous avez vraiment besoin de métrique? Vous pouvez chercher. Mais bon, ça, c'est pas essentiel. Hein. Ensuite, on veut montrer, théorème ultra classique, que le polynôme caractéristique d'un produit de matrice AB, c'est le même que le polynôme caractéristique de BA. Alors que deux matrices, vous savez bien que AB et BA, c'est pas du tout pareil. A priori, il n'y a pas de raison. La matrice AB et la matrice BA, ce n'est pas les mêmes du tout. Mais pourtant, le polynôme caractéristique de AB, c'est le même que le polynôme caractéristique de BA. D'accord? C'est vrai si A et B ne sont pas carrés, mais que le produit AB est carré, hein, et BA est carré. Hein. D'accord? Enfin bref. Bon. Enfin, en tout cas, pour les matrices carrées, c'est plus clair. Mais bon. Alors bref, en tout cas, si A est inversible, c'est fastoche. Parce que ma démonstration, elle marche que pour les matrices carrées, donc on va se calmer. Bon, bref. Si A est inversible, eh ben... démontrez-le, regardez, calculez A-1 fois x identité moins AB fois A. Donc A-1, A, je multiplie. Hein, donc même déterminant. Bon, je ne spoile pas toutes les solutions. Voilà, calculez ça, on déduire le résultat. Montrer que ça x égale ça. Si A est inversible, c'est évident. Bon, si B, pareil. Et pour le cas général, considérez cette application-là, qui a A associe qui est AB de x moins qui BA de x. Ok. Expliquez-moi que c'est continu, et puis pourquoi voilà, ça fait 0 sur un espace dense, et donc ça fait 0 partout. Et voilà. Et donc c'est tout le temps vrai, on utilise la densité. Ok. Allez, un petit autre exercice, un truc un petit peu plus théorique. C'est le théorème du graphe fermé, ça s'appelle. Donc c'est un truc qui est classique. Je prends deux espaces métriques, une application continue, et je prends le graphe de f, c'est l'ensemble des couples, hein, vous savez, xf de x pour x dans E. C'est ce qu'on appelle généralement le graphe de f, hein, c'est sa définition, hein, d'accord. Eh bien, montrer que G est un fermé de E croix f. Ok. Donc voilà, c'est théorème, hein, si une application est continue, son graphe est fermé. Ok. Je ne vous fais pas la réciproque parce que c'est faux. Hein, je vous demande une application de R dans R qui n'est pas continue mais dont le graphe est tout de même fermé. Voilà, voilà, voilà. À vous de chercher. Ça, c'est pas évident. Non. On a vu dans la vidéo un truc qui est très... On a quasiment vu l'exemple dans la vidéo, mais je ne vous dis pas quoi. Bon, enfin bref. Allez, un petit dernier pour la route. Si je prends deux espaces topologiques, une application continue et D une partie dense de E, montrer que F de D est dense dans im de f. Ok. Donc voilà, à vous de voir pourquoi les images des parties denses, c'est des parties denses. Hein. Et ensuite, montrer que cosinus n, c'est dense dans moins 1, 1. Oh là là. Et je vous dis, astuce, vous pourrez utiliser n plus 2 capi, d'accord, incluant R. Et donc ça, petit rappel, hein, sur les sous-groupes de R, on va peut-être voir que ça, c'est stable par addition, etc. Donc c'est un sous-groupe de R+, et s'il n'y a pas de plus petit élément, c'est dense, enfin bref. Donc montrer que ce truc-là, c'est dense dans R, et son image, du coup, c'est dense, voilà, bref. Je vais un petit peu tout spoiler. Ok, et ben voilà. Donc c'était fini, c'est la fin des exercices. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je remercie tous les gentils tipeurs qui me donnent des sous à longueur de temps. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.